Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 272. Déjà, eh oui. Alors franchement, y a-t-il une guerre des civilisations, des générations et au-delà d'une fracture sociale, une fracture générationnelle? Mais je vais vous faire un mea culpa cathodique à l'adresse des jeunes générations. Jeunes de France, oui c'est vrai, j'ai 60 ans. Mea culpa, c'est-à-dire que je suis né en 1946, juste après la guerre de 39-45, trop jeune pour la guerre d'Indochine, trop jeune pour la guerre d'Algérie. Je suis passé entre les gouttes, mea culpa. Et en plus, circonstance aggravante, je suis arrivé de Tunisie et je me suis intégré à la société française de grand cœur et à marche forcée. Mea maxima culpa. Ma génération est aussi celle d'avant la crise pétrolière, d'avant le chômage et d'avant le sida. Mea culpa. J'ai trouvé du boulot à 18 ans, en 3 jours, et un boulot que j'aime, celui que je fais encore aujourd'hui. Mea culpa. Je n'ai pas connu le chômage, ou presque, et mes malheurs, car j'en ai eu, ne sont qu'intimes. Mea culpa. La société m'a choyé, chouchouté, protégé, modèle social oblige. Pardon aux libéraux, cher Sabine Hérol, pardon, cher Guy Sormand. Je suis donc de la génération des baby-boomers, comme on dit, lorsque je partirai à la retraite, papy à la retraite, pour le plus grand soulagement de mes cadets. Ma retraite, sans régime spécial, sera tout de même confortable. Et si je n'ai pas été 68 tard, c'est par hasard. Mes amis l'étaient, comme mon cœur, conformisme oblige, peut-être. Nous avons, mea culpa, rêvé d'une société plus juste et fraternelle. On ne recommencera pas. Je le jure, que nous reprochetons au juste, de vous avoir, vous, les jeunes, claqué la porte au nez, claqué les portes de l'avenir, de vous laisser des dettes en pagaille et un système social infinançable. Bref, on ne vous aurait pas facilité la vie, nous qui avons hérité la jeunesse en valeur et la révolte en vertu. Mea, maxima, culpa. Alors y aurait-il une guerre des générations? Jeunes de France, vous empêche-t-on de vivre, de travailler, d'espérer? Sommes-nous responsables de tous vos maux? Ou bien tout cela n'est-il qu'un mauvais débat et qu'il s'agit bien d'une fracture sociale et non pas générationnelle? C'est un des grands sujets des présidentielles de 2007, car au-delà, c'est bien le thème de notre modèle social dont il s'agit. Pour parler de tout cela, nos invités, que je m'empresse de vous présenter. Sabine Hérol, vous avez 25 ans, magnifique, et vous êtes la porte-parole d'un tout nouveau parti, Alternative Libérale. Vous accusez les 68 arts de n'avoir fait aucune place aux jeunes. Vous préconisez un retrait de l'État en matière d'éducation, de parité, de protection sociale. Au nom de la liberté, dites-vous, vous nous direz la liberté de qui? Bruno Julliard, vous avez aussi 25 ans, c'est bien, parlez-vous plus souvent, et vous êtes le président de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF. Alors l'hiver dernier, on s'en souvient, c'est vous qui aviez pris la tête des cortèges contre le contrat première embauche, le fameux CPE. Presque 40 ans après la révolte de vos parents, en mai 68, sous les pavés, vous n'avez pas trouvé la plage, mais une société que vous décrivez comme traversée par une crise générationnelle aiguë. Romain Goupil, vous détestez l'expression 68 arts, vous dites 68 arts comme taré et comme en retard. Et vous ne vous reconnaissez absolument pas dans l'image baba cool, pétard, Larzac, rêverie fumeuse et fromage de chèvre. Non, pour vous, le cinéaste engagé, 68, c'est d'abord une révolte culturelle immense qui a changé la civilisation, le monde, ni plus ni moins. Vive la liberté de penser, exit le désir réac d'un retour à l'ordre d'avant 68, accusé, c'est à la mode, de tous les maux. Et vous venez de sortir un livre chez Plomb qui s'appelle La défaite, le titre est très drôle, La défaite dépasse toutes nos espérances. Je rappelle que c'est chez Plomb. Enfin, Louis Chauvel, non pas enfin d'ailleurs. Louis Chauvel, vous êtes sociologue, maître de conférences à Sciences Po, est-il besoin de le rappeler ici? Bonjour, c'est le début de la fin, vous dites enfin. Mais non, enfin ça va être dissormant. Est-il besoin de le rappeler ici? Spécialiste des générations, on peut vous féliciter, votre sujet d'étude est le sujet dont tout le monde parle. Bravo. Donc, vous nous expliquerez pourquoi. Je signale que vous venez de publier au Seuil Les classes moyennes à la dérive. Merci d'être là, Guy Sormand, enfin. Vous êtes intellectuel, journaliste, éditeur, écrivain, philosophe, mais vous êtes avant tout un grand défenseur, je dis avant tout, je ne sais pas pourquoi, un grand défenseur de la pensée libérale en France. Vous constatez que nous sommes aujourd'hui entrés dans une société d'héritage et vous ne voyez qu'une seule solution pour en sortir, la discrimination positive, chère à Nicolas Sarkozy, qui permettrait, selon vous, de débloquer le fameux ascenseur social. Jean Viard, enfin. Sociologue, directeur de recherche au CNRS, vous êtes l'auteur de L'éloge de la mobilité, paru aux éditions de l'Aube,
excusez-moi, je suis paru aux éditions de l'Aube en juin dernier. Pour vous, il n'y a pas de guerre entre les générations, mais de nouveaux territoires à conquérir. Comment réorganiser la société pour que tout le monde y trouve sa place? Faut-il, comme vous le préconisez, travailler moins mais plus longtemps? Vous nous parlerez de tout ça. Alors donc, je vais vous poser une question courte pour lancer le débat. Juste une réponse courte, s'il vous plaît. C'est juste pour qu'on entende les positions s'exprimer. Quelle société laissons-nous à nos enfants? Un tissu social déchiré, un avenir bouché ou criblé de dettes, ou bien alors des fondations fortes pour construire l'avenir dans le cadre d'un modèle social qui a fait ses preuves? Sabine Hérold. La société que vous me laissez, mais qu'également, en tant que génération, vous laissez à mes enfants et à mes futurs petits-enfants, c'est une société qui est bloquée. Faut-il rappeler les 2000 milliards de dettes, les 25% de chômage des moins de 25 ans, un système social qui va totalement à la dérive, qui est totalement uniforme. Aujourd'hui, on ne peut pas choisir l'école dans laquelle on met ses enfants. Aujourd'hui, on ne peut pas choisir sa sécurité sociale. On ne peut pas choisir son système de retraite, alors qu'on a tous des besoins différents. Moi, à 25 ans, j'ai plus envie de m'acheter un appartement que de cotiser pour ma retraite, d'autant plus qu'un appartement, ça me permettra, quand je serai en retraite, de pouvoir survivre aussi et d'être logé. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un système qui est bloqué, qui nous a été laissé et qui est beaucoup trop uniforme et qui ne permet pas aujourd'hui à notre jeune génération, qui est une génération de l'Internet, de vivre ce qu'elle souhaite. Merci. Donc on a eu tout faux. Alors Bruno Julia. Moi, je dirais que je ne veux pas de votre mea culpa. C'est-à-dire que c'est pas parce que effectivement vous avez organisé. J'ai bien compris. Mais je ne peux pas en vouloir à mes parents et aux générations précédentes d'avoir organisé la vie la plus belle qu'ils souhaitaient avoir. Ce que je constate en revanche, c'est que l'état actuel des choses, la crise des banlieues l'a montré il y a un an, le CPE l'a aussi révélé, c'est que les inégalités sociales qui traversent toute la société, elles traversent aussi la jeunesse, mais ça se double effectivement d'une fracture générationnelle, parce que lorsque vous demandez, je terminerai par ça, lorsque vous demandez aujourd'hui à un jeune, est-ce que vous pensez que vous allez vivre moins bien ou mieux que vos parents, il répondra, je vivrai moins bien que mes parents. Et ça, je crois que c'est la première fois que ça arrive, cet événement-là, où on a un sentiment que la société régresse et non pas qu'elle progresse, contrairement aux générations précédentes. Merci. Guy Sormand. Les seuls qui auraient le droit de râler et protester, ce sont les jeunes Français issus de l'immigration auxquels on ne fait pas de place. Il y a des jeunesses. Mais, bien sûr, mais pour tous les autres, et ceux qui sont ici, parce que les jeunes issus de l'immigration, on ne les voit pas autour de ce plateau, mais non, bon, moi, d'une certaine façon. Mais nous vous laissons, à vous deux, nous vous laissons en héritage un patrimoine économique formidable. C'est-à-dire, moi, je nais dans une France totalement pauvre, où il n'y a ni la télé, ni le chauffage central, ni le téléphone, où 50% des Français sont des paysans. Nous sommes contemporains. Nous sommes contemporains. On vous laisse en héritage un patrimoine économique qui est la 5e puissance économique au monde. À vous d'en faire le meilleur usage. Ça décline. Écoutez, ça ne décline pas relativement, puisque la France garde. Le pouvoir d'achat La France garde. Écoutez, c'est bizarre de me trouver pour une fois en situation de défendre l'économie française, mais la France est quand même le 5e pays au monde, et le reste. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons un taux de croissance, au jour d'aujourd'hui, supérieur à celui des États-Unis. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Louis Chauvel. Oui, le diagnostic qui vient d'être élaboré par ma voisine, c'est triste à dire, mais il est plutôt optimiste par rapport à la réalité de l'évolution de la société française. Non, mais il est effectivement plutôt optimiste par rapport à ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. C'est-à-dire que la société française des années 70-80 s'est retrouvée au top mondiale de la rapidité de la croissance au cours des 15-20 années qui avaient précédé, la situation d'expansion des classes moyennes, intermédiaires, notamment dans le secteur public, notamment dans la recherche, notamment dans l'éducation, notamment dans la santé, avait connu dans les années, début des années 70, fin des années 60, début des années 70, un boom absolument extraordinaire. Nous étions dans une société portée par un courant d'ascension sociale, d'ascenseur social massif vers une classe moyenne salariée homogène. Nous connaissons depuis 25 ans un effet de retour, une espèce de retour de bâton, un backlash, qui fait un backlash, c'est comme ça qu'on dit maintenant en franglais. C'est un plat, ça se mange? Non, c'est un retour de bâton, c'est simplement un effet de recul vécu par les enfants. Les enfants qui aujourd'hui ont 25-30 ans, en moyenne 3 ans d'études en plus, ils ont été massivement éduqués et en même temps, ils trouvent, c'est la première fois dans l'histoire de France en période de paix, ils rentrent dans le monde du travail avec une situation moins favorable que celle de leurs propres parents. Voilà. Ce qu'a dit Bruno Julia. Et ce n'est pas simplement une question d'ascension sociale qui est bloquée et qui connaît un effet de retour, c'est aussi un écartèlement de la classe moyenne. C'est-à-dire que au cours des années 60-70, j'ai compris, on crée l'égalité.
Aujourd'hui, entre une classe moyenne supérieure qui va bénéficier du patrimoine de ses parents et les catégories inférieures des classes moyennes, il y a un écartèlement. La classe moyenne explose. Merci Louis Chauvel. Romain Goupil. Alors, l'accusé, levez-vous. Oui, donc je suis absolument consterné. Je suis d'accord avec Sormand. C'est consternant d'entendre que j'en vis vos soucis, mais réellement j'en vis vos soucis comme génération. Vous avez effectivement des préoccupations, vous l'avez souligné, Monsieur Chauvel aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette génération ne peut plus acheter à franc constant avec le même argent. Ils peuvent acheter que 4 mètres carrés, alors que nous, soi-disant, on pouvait acheter 9 mètres carrés. Ce qui doit être vrai en franc constant. Mais mon Dieu, une jeunesse qui se préoccupe, mais une jeunesse qui se préoccupe uniquement de dire nous on peut acheter que 4 mètres carrés alors que vous pouviez acheter 9 mètres carrés. C'est un peu facile. Vous imaginez pas la vous ne pouvez pas me laisser dire ça, je peux le dire quand même. Vous imaginez pas ce que vous nous laissez comme dette devant tous ces systèmes sociaux qui sont infinançables. Quelles sont les valeurs et à quoi vous vous référez comme chose rêvée, comme utopie? Est-ce que c'était 14-18? Est-ce que c'est la France de la grippe espagnole? Est-ce que c'est la France de la torture en Algérie? Est-ce que c'est la France de la République où les femmes ne pouvaient pas voter? Vous avez, et je suis d'accord avec vous, devant vous, quelque chose au monde absolument incroyable. Alors là-dessus, que vous puissiez pas acheter, que vous ne puissiez pas acheter et que vous soyez très contrariés parce que les classes moyennes ne peuvent pas, pour l'instant, profiter du même ascenseur social, mais c'est exactement la fracture sociale. On devrait se poser la question, qu'est-ce qu'on a laissé pour compte au niveau des banlieues, au niveau des situations précaires pour que vous soyez dans cette position-là où votre seul problème, c'est vous acheter 3 bagnoles au lieu de 2 écrans télé ou sortir tel bébé. Vous vous rendez compte de vos préoccupations? J'en vis vos soucis. Vous pouvez dire ça à 25% de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage? Mais c'est la fracture sociale. Alors, posez le problème de la fracture sociale. Votre premier film à 16 ans, qui peut faire un film à 16 ans aujourd'hui? Mais tout le monde peut travailler maintenant en vidéo et il y a eu des choses. Mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Les jeunes vivront moins bien que leurs parents. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours. Je veux dire, la France a profondément changé depuis la guerre et elle a profondément changé ces 30 dernières années. Je crois que vous ne vous en rendez pas compte. Je veux dire, taux d'emploi féminin, espérance de vie, 11 ans d'espérance de vie. Non, mais laissez-moi parler un peu, je veux dire. Vous n'avez pas forcément raison sur tout, moi non plus, mais je peux quand même parler. Il n'y a pas que des choses négatives, je ne suis pas d'accord. La fin du communisme, c'est pas négatif. Pour moi, c'est une immense victoire. Le fait que 80% des femmes travaillent, moi, quand j'étais étudiant, il y avait 40% des femmes qui étaient salariées. Les autres, elles étaient à la maison. Bon. Et elles n'étaient pas forcément heureuses de ça. On peut prendre des tas d'éléments. Alors, il y a des choses, à mon avis, considérables, qui sont positives de ce type. Il y a de nouvelles questions dramatiques. C'est ça, l'avenir d'une société. On ne peut pas enlever l'histoire. On ne peut pas regarder. Oui, effectivement, les enfants de la décolonisation n'ont pas eu de place. Oui, il y a la crise écologique dont on commence à prendre conscience, ce qui n'était pas le cas, et c'est un enjeu majeur. Tout ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas en permanence regarder vers l'arrière. Il y a des choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas assez investi dans la recherche. Je suis absolument d'accord. Ce pays là-dessus est complètement en déficit. Mais on ne peut pas tout mélanger, tout moyenniser. Moi, je suis d'accord pour une fois avec Guy Sormand. Oui, les jeunes d'immigrés ont un problème énorme. On a construit des quartiers où on a mis les populations qui sont à la fin de notre crise coloniale. On leur a donné ni statut, ni légitimité, ni boulot. Là, il y a des enjeux majeurs. Mais ne faisons pas des moyennes entre ça et les enfants. Auriez-vous 30 ans de moins, il n'y aurait pas de place pour vous dans la société française d'aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas aussi simple. Prenons le CNRS. Bruno Julia. Il y a des jeunesses, on est d'accord. Oui, il y a des jeunesses différentes. Des jeunesses. Non, il y a des diversités dans la jeunesse. Pour autant, aujourd'hui, et ça, c'est pas une attaque contre ce qu'ont construit les générations précédentes. Et c'est pas du tout une attaque d'ailleurs contre les systèmes de solidarité. Je suis en total désaccord avec vous sur ce point-là. Mais en revanche, il y a des éléments objectifs qui font qu'il existe aujourd'hui une unité de la jeunesse au moins sur un point. C'est qu'à un moment donné ou l'autre, actuellement, elle sera touchée par la précarité, soit par le chômage, c'est même plus de 25% des taux de chômage, soit par les discriminations, soit par les difficultés de logement. Toutes ces difficultés-là font qu'il y a une unité de jeunesse, au moins dans ces difficultés, mais y compris à son aspiration. Absolument. C'est pour ça que je crois qu'au final, il ne s'agit pas d'opposer une fracture générationnelle contre une fracture sociale. Mais je crois que malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pour ça que je crois que vous avez tort de dire que vous aimeriez vivre la vie de notre vie d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette conjugaison de ces deux crises-là. Des fractures sociales extrêmement difficiles et qui ne vont malheureusement pas en régression. Et puis surtout, une crise générationnelle, parce que, dites-vous bien, aujourd'hui, un jeune dans la société, c'est quoi? En général, on utilise le jeune, par exemple, quand il y a un référendum sur la Constitution, pour l'instrumentaliser lors d'un débat télévisé. Le président de la République, par exemple, Jacques Chirac, vous pensez qu'on monte les jeunes pauvres, ou alors on l'utilise dans les pubs
parce que c'est un client. Mais il n'y a pas aujourd'hui de place pour le jeune dans la société en tant que tel. Là, il y a une fracture générationnelle. Est-ce qu'on essaie de monter les jeunesses les unes contre les autres? En plus, oui, il y a évidemment ça. Souvenons-nous du contrat première embauche. Vous disiez c'est les jeunes bourgeois. C'est les jeunes bourgeois qui râlent. On disait en gros, c'est les étudiants qui descendent dans la rue. Alors que le contrat première embauche, ça va être pour les jeunes des banlieues. Enfin, les jeunes des banlieues, je vous parle au nom de quoi? Parce qu'ils seraient nés dans une banlieue et qu'ils n'ont pas aujourd'hui de possibilité d'ascension sociale. Ils aimeraient bien bosser, les jeunes bourgeois pourquoi cela pour le même travail luxe, ils auraient des droits différents des autres? Non. Là où je crois que par contre il faut prendre le sujet à bras-le-corps, c'est sur les inégalités sociales et c'est les politiques économiques sociales. En y ajoutant quand même une dimension générationnelle qui est réelle, je crois, aujourd'hui. Oui, je ne pense pas. C'est intéressant de vous écouter parce qu'effectivement, vous vous ressentez comme génération malheureuse alors que nous, objectivement, on considère que vous ne l'êtes pas. Mais peut-être Zou qui avait raison. Sur l'unité de la jeunesse et l'unité de la génération, je ne pense pas qu'il y a unité parce que la plupart des grandes manifestations publiques auxquelles vous participez montrent bien qu'il y a au moins deux jeunesses. La jeunesse qui a manifesté contre le contrat première embauche n'était pas la jeunesse dite des banlieues. La jeunesse qui, en revanche, s'est révoltée il y a un an était une autre jeunesse. Donc j'observe que c'est les jeunes des banlieues qui étaient les mêmes souvent qui cramaient les voitures. Ce qui vous différencie est beaucoup plus fort que ce qui vous distingue. Et je ne vois pas du tout l'intérêt de créer une unité là où il n'y a pas d'unité, parce que ceci ne vous permet pas. Mais moi, j'ai aucun intérêt dans cette affaire. J'ai aucun intérêt. Non, j'ai aucun intérêt dans cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est évident que lorsqu'on divise un groupe social, même si c'est difficile de parler de groupe social, mais lorsqu'on divise un groupe, il est évident qu'il est plus facile de s'attaquer à ses droits. Le CPE, c'est typiquement ça. Diviser pour régner. Diviser pour régner, absolument. Et diviser la jeunesse aujourd'hui, c'est diviser une partie de la population qui a été à l'origine de la parole au régnant. Non, mais écoutez, premièrement, je ne règne pas et je ne vous impose rien. Une génération, ça n'est pas une classe sociale. Je crois que c'est une erreur de vouloir mélanger les deux. Et je crois, bien qu'étant libéral, je dois quelques éléments au vieux Marx qui attiraient notre attention sur l'importance des classes sociales. Il existe dans notre société des distinctions sociales et maintenant ethniques qui sont beaucoup plus importantes que vos préoccupations. Excusez-moi, mais comment on définit une génération, Louis Chauvel, en deux mots? C'est simplement un groupe humain qui vit en même temps un zeitgeist, des conditions d'existence, des visions du monde, des valeurs qui sont communes grâce à une communauté historique de vécu. Le problème, c'est que cette question-là est très mal posée. Simplement parce que c'est pas votre faute, Serge. Oui, il prend un air presque compatissant, c'est pas votre faute. Personnellement, vous n'y êtes pour rien, sauf si effectivement vous orientez le débat dans les ornières. Mais la réalité, c'est le fait que qu'est-ce que sont aujourd'hui les jeunes générations? C'est pas simplement des générations brimées par la génération de leurs parents, leurs grands-parents et ainsi de suite. C'est simplement qu'ils représentent l'avenir de la société française. S'il existe des difficultés vécues par les nouvelles générations, le chômage de masse, la précarité, l'impossibilité à trouver un logement si les parents ne sont pas là derrière, la difficulté à trouver une position autonome par son propre travail de façon précoce. À 19 ans, en 68, on pouvait être instituteur. Aujourd'hui, pour être instituteur, il faut rester des années et des années à l'université, puis ensuite à l'UFM, pour enfin être autonome. Les conditions d'accession à l'autonomie des nouvelles générations est de plus en plus difficile, et pour s'en tirer dans la société française d'aujourd'hui, il faut de plus en plus être un héritier. Mais c'est la faute à qui, ça? La faute à qui? Attendez. Avant de poser la question de la faute à qui, le problème, en France, c'est que par rapport à ce diagnostic qui est un diagnostic vrai, il y a une massive dénégation. C'est-à-dire, il y a des gens qui refusent de voir la vérité en face, que cette réalité-là existe et qu'il faut y répondre urgemment parce que ça fait 20 ans que l'on est en train de suivre une pente déclinante et les jeunes... Gauche-droite confondue Confondus. Et les jeunes en sont les victimes. La question, ce n'est pas les 68 arts. Est-ce qu'ils sont responsables parce qu'ils n'ont rien fait? Est-ce qu'ils sont responsables parce qu'ils ont fait des mauvaises choses? Est-ce qu'ils sont responsables parce qu'ils ont décidé pour eux-mêmes des retraites en état-providence et tout genre de choses, les chameaux? Est-ce qu'ils sont responsables parce qu'il y avait 17 départs à la retraite au CNRS cette année, 5 remplacements? Les jeunes Français diplômés se trouvent à Montréal maintenant. Juste pour compléter, juste pour finir, la question n'est pas une question de responsabilité.
La question, c'est qu'est-ce que l'on fait pour faire en sorte que 2020 puisse être une période où les jeunes auront plaisir à vivre, les seniors auront plaisir à vivre et seront en situation d'exister simplement, d'avoir une place. Les jeunes ne veulent pas des écrans à cristaux liquides, ils veulent une place politique. Est-ce que je peux poser une question? Je pose une question et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Dans notre histoire, à nous, là, les vieux, aujourd'hui, la génération ne se définissait pas par rapport à tout ce que vous décrivez, mais par rapport à un grand événement collectif vécu ensemble. C'est-à-dire que nous étions... Je ne sais pas si c'est une chance, c'était pas toujours une chance, parce que parce que les grands événements, ça a été ça a été la création du mur de Berlin, ça a été la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que nous, notre génération, en gros, je me mets dans le notre génération, en gros, c'est la guerre d'Algérie que ceux de la Première Guerre mondiale. Mai 68. Donc on se définit par rapport, c'est pour ça qu'on dit les 68 ans. Nous sommes définis par rapport à un événement historique et pas par rapport à ce que vous décrivez. Donc je me demande, vous, dans les 25 ans, est-ce que vous vous définissez en tant que génération par rapport à un événement collectif vécu ensemble et si oui, lequel? Le chômage de masse. C'est le chômage de masse qui a deux conséquences. Qui a les conséquences immédiates. On ne trouve pas d'emploi, on a des galères, on est la précarité, on ne trouve pas. Il y a un deuxième élément qui est important sur cet aspect de ce qui crée une génération, c'est évidemment l'élément psychologique et culturel. Le fait qu'on grandisse avec le chômage de masse, combien de fois j'ai entendu ces derniers mois, mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas comme en 68, vous n'avez pas les mêmes rêves, vous n'avez pas d'ambition, vous ne voulez pas travailler, c'est pas ça. C'est que le chômage de masse, ça a des conséquences catastrophiques sur la psychologie des jeunes. Et ça, je crois que ça matrice aussi en partie une génération. Oui, moi je pense là-dessus. Essayons pas non plus de trop définir les choses. Parce que, de même que la génération de la guerre d'Algérie, la génération 68, c'est des successions. Il y a ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, il y a ceux qui ont... Bon, comme tout, il y a un bloc de pensée. Maintenant, c'est un peu pareil. C'est vrai qu'il y a des choses qui caractérisent notre époque. Il y a la mondialisation, il y a le chômage de masse des jeunes, il y a des choses comme ça. C'est vrai. Bon, mais en même temps, il faut regarder les sociétés dans leur mouvement, dans leur mutation. On est face à une crise du politique, moi je crois qu'il faut le dire, dans la mesure où on n'a pas de définition d'horizon. Parce que ce qui constitue aussi une génération, c'est les espérances qui les portent. D'ailleurs, vous définissez les classes moyennes en partie par l'espérance, par la culture partagée. Je suis d'accord beaucoup. Je crois que c'est ça. En ce moment, on a un énorme déficit d'avenir. On est dans un pays le plus dépressif de tous les grands pays développés. Les gens vous tiennent un discours comme si le pays... C'est évident, dans les études d'opinion. Dans les études d'opinion, c'est extrêmement net. On a une vision du développement de l'Asie comme une catastrophe, ce qui est quand même absolument extraordinaire quand la plus grande partie de l'humanité entre en monde, même si ça pose des problèmes, etc. Mais enfin, quand il y a 2,5 milliards d'hommes qui sont en train de développer dans une violence terrible, mais c'est quand même fascinant comme mouvement par rapport à ce qu'il y avait avant. Ici, on a peur. Et en plus, comme on n'investit pas dans la science, qu'on n'investit pas dans le savoir et dans la création artistique, on ne sait pas produire la maîtrise de ce monde. Donc on a peur. Sabine Hérode. Alors quoi, on disait génération désenchantée, comme dans la chanson de Mylène Farmer. En fait, c'est noir, comme dirait Johnny, plutôt. Non, il ne faut pas exagérer, mais on est dans une génération qui, en effet, a des valeurs et aussi des envies différentes de celles de nos parents. Nous, on est la génération qui a grandi avec Internet, non une génération de la liberté d'expression, de l'envie de pouvoir dire tout le temps, tout de suite, et pouvoir discuter vraiment. On est une génération qui est née avec l'espace Schengen et la possibilité de se déplacer partout en Europe sans passeport. On est la génération Erasmus aussi, qui peut aller se promener. Et donc une génération qui ne comprend plus... C'est formidable. Une génération qui aujourd'hui ne comprend plus pourquoi en France, pourquoi notre pays reste aussi bloqué avec des institutions vieillottes, avec des systèmes... Pourquoi est-il bloqué ? Un système de retraite par répartition qui, comme aujourd'hui, ne permet pas de financer les retraites de nos parents. Tout ce système qui, aujourd'hui, fait qu'on a 10% de chômage parce que tout est bloqué, en fait, finalement. Aujourd'hui, comme un employeur ne peut plus embaucher parce que c'est trop compliqué, il ne peut plus débaucher. Finalement, on a un système qui est totalement bloqué, où ceux qui sont en place aujourd'hui sont très contents d'être soit dans la fonction publique, soit d'être dans une grande entreprise. Et finalement, quand on s'embête dans son boulot, aujourd'hui, on n'ose pas démissionner parce qu'on a peur, parce qu'on sait qu'on ne retrouvera pas autre chose. Donc on est dans une société qui n'a plus aucune mobilité et qui n'offre plus d'espoir, finalement, à une jeunesse de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire, moi, dans ma vie ? Soit je rentre dans une grande boîte et je vais finalement aller glandouiller pendant 40 ans et me casser les pieds parce que ce ne sera pas intéressant, soit je rentre dans la fonction publique et ce sera pareil, mais l'idée d'aller se trouver un travail intéressant, dynamique dans une petite boîte, c'est beaucoup plus difficile. Soit vous la créez quand même. Au bout d'un moment, c'est particulièrement insupportable de vous entendre. Oui, et Bruno aussi, excuse-moi. Il dit la génération, le problème qu'on a, c'est le chômage de masse. Comme si
votre avenir ou vos espérances étaient liées seulement au travail. Seulement. Mais mon Dieu. Mets-toi à la place des 2 200 000 étudiants. À l'époque, effectivement. Il n'y avait pas la même croissance économique. C'était s'opposer à ce qu'on appelait, et là je reprends aussi la révolte, et principale révolte européenne, si ce n'est mondiale, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de mettre à bas tout le travail inintéressant, sans intérêt, et ce qu'on appelle les industries de main-d'œuvre. Et là, vous êtes en train de courir en disant « donnez-nous du travail, donnez-nous du travail ». Mais pourquoi vous inventez pas au niveau des activités de Mais je ne dis pas ça, des activités du fonctionnement, des discussion qu'il y a sur changer le travail et pas attendre de manière des politiques. Tu pouvais te dire ça il y a quelques années quand tu n'avais pas de crainte sur ton lendemain. Moi, je peux me poser ces questions métaphysiques quand j'ai pas. Quand demain, je sais que je vais pouvoir manger, pouvoir vivre, pouvoir me loger. C'est pas ça. C'est vrai. Mais ça vient d'arriver quand même. Ça fait quand même 20 ans. Et puis, juste une chose, mais sur le chômage, il faut quand même faire attention parce que c'est quand même pas vous qui passez par l'université qui êtes les premières victimes. N'oubliez jamais que le chômage, c'est d'abord. Il faut le dire, y compris pour les gens qui nous écoutent. Le chômage, c'est d'abord les milieux populaires et c'est d'abord les femmes des milieux populaires. On va pas se comprendre. Non, je voudrais quand même qu'on rappelle que le chômage, c'est quand même d'abord les milieux populaires, les femmes de milieux populaires qui n'ont pas fait l'université. Et que je suis très sensible au fait que, effectivement, l'université ne mène plus à des emplois de cadre comme dans les années 60 parce qu'on a doublé le nombre d'étudiants. Il est évident que dans les années 60, nous, on a eu des métiers plus facilement d'encadrement social. On a eu des périodes de chômage, mais il n'y avait pas d'angoisse derrière. Donc, c'était pas grave. C'était pas grave. Moi, j'étais au chômage 6 mois dans ma vie. Je vous dis, c'était pas grave. Mais donc, c'est vrai, on a doublé le nombre d'étudiants. On n'a pas changé le profil. Il n'y a pas besoin du double de cadre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait des études supérieures qui ne mènent pas tous à des boulots d'encadrement social, qui mènent à d'autres métiers. Eh bien, moi, je trouve pas ça dramatique. Et je trouve qu'il vaut mieux faire des études et après se demander, effectivement, la connexion études-métiers. Pourquoi ? Parce que le temps de travail, ce n'est pas le seul temps de la vie des hommes. Et vous savez, les hommes, ils font autre chose. Un type qui a fait des études supérieures, il peut avoir un meilleur travail, il peut avoir un meilleur temps libre, il peut avoir une meilleure curiosité. Donc, il ne faut pas arrêter de faire des études uniquement à un outil qui mène au travail. Ça n'enlève pas la question du travail. Mais donc, on va vers des sociétés où si tout le monde pouvait être éduqué de haut niveau, ça serait parfait. Et il y aura toujours des facteurs, et il y aura toujours des paysans, mais ils seront des pauvres. Guy, parce qu'on dit révolte. Moi, j'ai entendu une expression d'une révolte chez Sabine Hérold, d'une certaine façon. Non, mais quelque chose contre ce qui se passe en ce moment. Révolte, à sa façon, mais révolte. Alors, est-ce que vous reconnaissez votre jeune disciple, si j'ose dire, vous qui êtes un libéral contemporain ? Non, mais ce qu'elle dit, je l'approuve. En gros, c'était moi il y a 25 ans, c'était la même révolte. Ce qu'elle dit, je l'approuve, mais je pense que la méthode doit s'appliquer sur des faits réels. Et là, on n'est pas dans les faits réels parce qu'on utilise des slogans comme unité de la jeunesse et chômage de masse. Or, il n'y a pas unité. Petit peu quand même, parce que ça masque la réalité. Il n'y a pas unité de la jeunesse, il y a une jeunesse au moins coupée en deux. Il n'y a pas chômage de masse, il y a chômage de masse, vous le disiez, pour une catégorie très particulière de la population qui n'est pas intégrée dans la société française. Et j'ajouterais également une observation qui, à mon avis, doit dicter les solutions plutôt libérales dans mon esprit qui à venir pour débloquer ce que vous trouvez bloqué. Et c'est ce que tu disais, c'est que la moitié des emplois qui existeront dans 10 ans, aujourd'hui, n'existent pas. On ne sait même pas dans quel domaine ils s'exprimeront. Et donc, tout l'effort politique et économique doit consister à vous permettre à entrer dans ces emplois nouveaux et plutôt à les créer. Si vous essayez par vos revendications à entrer dans des emplois anciens, la fonction publique ou l'industrie, je comprends que vous soyez désespérés. C'est toujours donc l'imagination au pouvoir. C'est toujours l'imagination au pouvoir, comme on disait en 68. Mais le slogan reste exact. Beaucoup de slogans restent exacts. D'accord. Mais alors, Guy Sormand, quand on dit mais la dette, criblée de dette, ils vont payer pendant des années la dette de leurs parents, etc. C'est vrai ou faux ? Évidemment, on lègue une dette, mais on lègue un patrimoine, et le patrimoine est suffisant pour payer la dette. Donc le débat sur la dette, économiquement, n'a absolument aucune validité. Ça n'a pas de sens. Économiquement, ça n'a pas de sens. Maintenant, 50% des jeunes diplômés d'écoles de commerce, par exemple, partent à l'étranger. Si la France que vous nous laissez était aussi parfaite, et s'il était si facile de la réformer, on se demande pourquoi, à ce moment-là, la moitié de ma promo de l'an dernier est partie à l'étranger, est partie aux États-Unis, en Irlande ou ailleurs. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Premièrement, c'est pas grave.
C'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est d'aller en Irlande. Elle est seule à payer votre propre dette. Non, elle a raison. Si les jeunes ne sont pas là, je vois pas qui la paiera. Elle a raison. Ceux qui partent, c'est pour créer des activités nouvelles qui n'existent pas en France. Et il est tout à fait exact que la société française, telle qu'elle est organisée, n'est pas très ouverte à des jeunes qui veulent créer des activités nouvelles. Donc ils vont le faire à l'étranger. Là-dessus, elle a raison. Non, c'est pas grave qu'ils partent. C'est dommage qu'ils ne puissent pas le faire ici. C'est dommage qu'ils ne puissent pas revenir simplement parce que, à 30 ans, après avoir passé 5 ans à l'étranger, quand ils se posent la question de quelle place ils peuvent trouver dans la société française d'aujourd'hui, ils voient que ce n'est pas porteur, qu'il n'y a pas les places, il n'y a pas les places requises. Combien d'universitaires français vont à 25 ans, 30 ans, au Québec, aux États-Unis, en Chine maintenant, et qui voient à 35, 40 ans que de toute façon, il n'y a rien ici. Quand on voit l'état de Nanterre, pour la génération 68, Nanterre, c'est un mythe. Mais aujourd'hui, Nanterre, c'est un campus avec 60 000 étudiants, alors que ça a été conçu pour 20 000. Il n'y a pas de place. Et ce qui me scandalise, c'est qu'en fait, ce qui me pose vraiment problème, c'est qu'on en reste à... Oui, mais on vous laisse un tas de choses merveilleuses, mais non, cette guéguerre des générations n'est pas intéressante. La question, c'est quel est le diagnostic ? La question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir dépasser ça ? Et le problème de la dette, je trouve que c'est un faux problème. Vous aussi, vous pensez que c'est un faux problème. Simplement parce qu'il y a deux types de dettes. Il y a deux types de dettes. Il y a la dette de consommation, la dette pour de la retraite, pour partir en Thaïlande en vacances. Il y a la mauvaise dette. Il y a la mauvaise dette. Il y a la mauvaise dette. Il y a la bonne dette, celle qui permet de construire dans l'avenir, d'investir dans de meilleures universités, dans des emplois, dans la recherche, dans l'intelligence de demain. Mais la situation française, c'est qu'on nous rebat les oreilles avec société de connaissance. J'ai failli dire société de consommation. Société de connaissance. La réalité, c'est que c'est une des purs mots creux que les gens croient peut-être de temps en temps. Mais la situation, c'est que la société de connaissances à la française, c'est la pauvreté de l'université. Ce sont des chercheurs et des universitaires qui partent à l'étranger parce qu'il n'y a pas de place ici. Et c'est vrai, je suis désolé. Là, attendez. Mais quel problème ça pose par rapport à la construction de l'Europe ? Quel problème ça te pose que de l'Irlande, de l'Angleterre, d'autres pays, tout d'un coup, de manière plus dynamique, les gens aillent bouger ? Les jeunes ne viennent pas en France. Mais non, mais comment ça peut se faire ? On investit beaucoup en France. Guy Sorman, on investit beaucoup en France. La France est le pays au monde en tête pour les investissements étrangers. Si on était si ringard, on vient de dépasser la Grande-Bretagne. Si on était si ringard, mais on n'est pas massives. Les statistiques globales ne sont pas en continuité avec on n'est pas ringard. Surtout, on ne peut pas tenir un discours comme si tout n'allait pas bien. C'est pas vrai. On n'est pas ringard pour les communications, on n'est pas ringard pour la santé. S'il y a des entreprises qui viennent en France, c'est aussi parce que ça marche. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Moi, je crois qu'on ne fait pas de bonne politique si on fait comme si rien ne marchait et si tout le monde était malheureux pareil. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir les gens qui sont les plus malheureux. C'est pour ça que laissez-moi finir. J'ai dit les enfants du divorce et les femmes ouvrières, je les mets devant. Parce que si tout le monde dit moi, je suis aussi malheureux qu'un enfant de banlieue, eh ben moi je dis c'est dégueulasse pour l'autre, parce qu'il est plus dans la merde que moi. Première chose. Donc il faut un peu hiérarchiser les choses. Et après, c'est vrai qu'on est un pays qui n'ouvre pas l'avenir. Et l'université et la recherche, c'est un indicateur majeur de ça. Même si c'est pas la seule question pour dire la même chose en matière artistique. C'est vrai que bon, je pense que c'est un pays qui ne prépare pas. Julien a la parole, pardon. Moi, je veux juste dire un mot, parce que le dépassement de la situation, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une des conclusions, pour elle, celle qui a été dessinée tout à l'heure, c'est de dire, finalement, c'est le modèle social dans son ensemble. Oui, et justement, est-ce que c'est un prétexte pour casser le modèle social ? Moi, je ne crois pas du tout. Je crois même, je vais peut-être finir ma phrase. Je vous propose de finir ma phrase. Attendez, j'ai peur qu'on vous ait pas vu dire ça. Je vous propose, mademoiselle, que je finisse ma phrase. Oui, c'est que non seulement, je ne crois pas qu'il faille détruire le modèle social, mais au contraire, je pense que c'est dans ces déficits qu'on trouve toutes les failles de ce qui s'est passé dans les banlieues, la crise en banlieue il y a 1 an et demi, ou de le message assez négatif qui a été envoyé par les jeunes pendant la crise du CPE, qui est un message de détresse finalement. Et c'est notamment parce qu'aujourd'hui, et je prends, comme vous le dites, les jeunes les plus en difficulté, donc en général, c'est les jeunes souvent issus de l'immigration dans une banlieue qui n'a pas de possibilité d'ascension sociale. La question qui se pose, c'est pas comment est-ce qu'on va libéraliser l'économie, comment est-ce qu'on va réduire l'État pour que les jeunes essaient de se démerder, c'est pas ça qu'il faut poser comme question, c'est comment est-ce que l'État au contraire organise un système de solidarité et de protection pour permettre que ce jeune-là, malgré toutes ces galères, il puisse avoir une perspective d'ascension sociale. Donc il faudrait que le modèle social soit encore plus absolument. efficace, efficient. On prenait exemple pendant la crise du CPE sur les pays nordiques, notamment le Danemark, en disant là-bas, vous voyez, il y a plus de flexibilité dans le contrat de travail.
Bon, ce qui est une réalité. Mais enfin, regardons les prélèvements obligatoires, regardons le taux d'impôt là-bas, il est bien plus élevé qu'en France. Il y a des systèmes de protection plus élevés qu'en France aussi. Donc c'est pas là, parce que les tabous, c'est toujours les mêmes. Les tabous, c'est les droits de la société. Vous avez dit entre pas vos les avantages des patrons. C'est pas casser le modèle social qu'il faut voter, c'est le rendre plus performant. Voilà, c'est même plus que ça. Aujourd'hui, le modèle social est un modèle antisocial. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce modèle n'aide pas les plus faibles. C'est un modèle qui casse l'économie et qui n'aide pas. Aujourd'hui, finalement, ceux qui ont beaucoup d'argent en France, ils s'en sortent plutôt bien et ils sont plutôt contents d'avoir certains services publics qui marchent. Mais ce qui se passe en France, c'est que les plus faibles, c'est eux qui ont des gros problèmes face à notre modèle qui ne marche pas. Je ne sais pas si vous avez voulu vous faire rembourser des lunettes, mais alors, on paye en charge sociale énormément. Quand on veut se faire rembourser des lunettes qui coûtent 400 €, on se fait rembourser 2 € par la sécurité sociale. Alors qu'on a des prélèvements énormes qui font plus de la moitié des prélèvements de l'ensemble de la France. On a aussi la CMU, on a aussi la CMU, les soins gratuits. On a tout. Oui, mais... Alors, il est normal d'avoir des soins gratuits, évidemment, pour les plus pauvres. Mais ce qui est absolument anormal, c'est qu'aujourd'hui, on a un système qui est totalement unique pour tout le monde, qui ne s'adapte pas. On a un système, finalement, c'est du taylorisme. On a construit la sécurité sociale comme on a construit l'usine, avec la même chose pour tout le monde. Et on ne pense pas que les Français sont différents, qu'on a tous des besoins différents en matière de santé, en matière d'éducation. On a beaucoup parlé d'éducation ces derniers temps. Mais c'est dingue de se dire que dans ce pays, même au-delà de la carte scolaire, de se dire dans quelle école je vais pouvoir envoyer mon enfant, il est dingue de se dire que dans ce pays, un enseignant ne peut pas choisir ses méthodes éducatives. Alors qu'il est évident que tous les enfants sont différents, ont des besoins différents, et il faut laisser de la liberté à tous les acteurs dans l'ensemble des domaines. Alors, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui le système ne marche pas. Aujourd'hui, on a 17% d'illettrés en 6e. Franchement, c'est pas un modèle social qui fait 17% d'illettrés. Non, mais est-ce que vous pensez que les politiques, les uns les autres, est-ce que vous pensez que les politiques écoutent, réfléchissent, se posent des vraies questions d'avenir, ou est-ce que ces discours passent moi, je crois, vous savez, je pense qu'il faut... Non, mais répondez à ma question. Mais moi, je pense que les politiques écoutent ce genre de questions, écoutent ce genre de discussions. D'ailleurs, ils en discutent avec les Strauss-Kahn a proposé un patrimoine de départ. Hein. Je pense qu'ils commencent à se les poser, je veux dire. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours se dire que quand une société n'a pas les réponses aux questions qu'elle se pose, c'est d'abord la faute aux intellos qui n'ont pas fait leur boulot, parce que c'est quand même nous qui mettons des jeux, puis après ils prennent ou ils prennent pas. Et le mouvement social n'est pas forcément non plus pris sur les bons endroits. Les politiques, c'est pas eux qui sortent tout de leur chapeau. On est dans une société là-dessus, on est dans une rupture culturelle extrêmement profonde. Et c'est vrai que ça prend du temps. Mais ça veut dire que, moi je crois que pour dire des choses très simplement, au fond, le rêve de nos grands-parents, c'était ce qui a été construit dans les années 50. La sécurité sociale, la retraite. Ce rêve, il a mis un siècle à se réaliser, avec des luttes sociales, des combats. Et au fond, il est arrivé dans les années... On pourrait dire 68 et la dernière grande grève, on pourrait commencer 1848 jusqu'à 68. Cette grande grève, première période. Il y a une autre période dans une autre société individuée, d'égalité entre les sexes, même si c'est loin d'être terminé, d'ouverture de la mondialisation, où la question est complètement différente. La question se dit en quoi la culture française a à dire quelque chose aux autres dans le grand jeu de la mondialisation. Et en quoi cette culture peut se transformer. On ne peut pas devenir anglais, donc on ne peut pas non plus devenir danois, ni américain. Donc là, chaque culture cherche un modèle de modernisation. Et la France doit trouver le sien. Guy Sandman, vous répondez à ça ? Oui, je peux répondre à ça, et sur le problème générationnel de nouveau, parce que, et je vais me répéter, parce que je crois vraiment que les discours trop généralistes nous font oublier l'essentiel. Et je reviens, c'est l'intégration des jeunes issus de l'immigration. C'est le problème. Mais vous dites la même chose que Jean Viard. Oui, mais bien sûr, c'est le problème central de la société française. Je donne un exemple très simple. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, comme l'avait souligné Azouz Begag avant qu'il ne devienne ministre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans la police française un seul commissaire de police issu de l'immigration ? Pourquoi est-ce que les jeunes dans les banlieues sont confrontés à une police qui ne lui ressemble pas culturellement et ethniquement ? Ça ne s'arrangerait pas forcément. Si, ça s'est arrangé dans beaucoup de pays. C'est plus compliqué que ça. Mais ce sont quand même des problèmes absolument... On est en train de se cacher le fait que la société française est devenue une société multiculturelle qui ne s'accepte pas comme telle. Et quand tu dis on n'accepte pas la mondialisation, bien entendu, on ne l'accepte même pas chez nous, la mondialisation. C'est la même question. Ma deuxième observation, et je me tais, sur la réforme de l'État, etc., qui est absolument indispensable. Là aussi, on est obligé d'avoir des priorités. La priorité, c'est l'enseignement. La priorité, c'est l'enseignement. Je crois que ce qui ne marche pas en France, c'est l'extrême bureaucratisation de l'enseignement et des universités. Et il convient donc de donner de l'autonomie aux directeurs des établissements d'enseignement à tous les niveaux et évidemment dans les universités, de manière à ce que la France ne soit plus... Je vois dans la salle des gens qui prennent un air effrayé quand vous dites ça. Mais qu'ils soient effrayés peut-être, mais pourquoi est-ce que les universités françaises dans tous les classements internationaux sont aussi mal placées ? C'est parce qu'elles sont victimes d'un système à la soviétique. Elles sont deux fois moins financées. Oui, bien sûr. La priorité, c'est l'autonomie. La priorité, c'est l'autonomie des directeurs d'établissements. Écoutez, de là, on arrivera peut-être
à rattraper le niveau des meilleures universités du monde, puisqu'on a complètement décroché. Et l'avenir de la jeunesse, il passe évidemment par cette meilleure éducation. Je crois qu'on ne prend pas du tout suffisamment en compte la gravité de la situation. Il ne suffira pas de quelques saupoudrages de discrimination positive par ici pour se donner bonne conscience, ou alors de se dire, par exemple, le service civique. Ça y est, pourquoi ce vocabulaire bonne conscience, parce qu'au final, c'est quelques privilégiés, mais c'est pas mépris, mais c'est quelques privilégiés parmi les déshérités qui pourront accéder à des universités, pas d'autres. Moi, je crois que c'est comme le service civique. On a l'impression que c'est la nouvelle réponse à tous les problèmes de la jeunesse, parce qu'on va leur apprendre à être citoyens. Bon, c'est pas ça le problème. Je crois qu'il faut avoir une politique d'ampleur pour la jeunesse, mais dans un projet de société. Par exemple, ce qui s'est passé après la guerre, alors que notre pays était quand même dans une situation économique différente de celle d'aujourd'hui, on a réussi quand même à mettre en place un système de solidarité extraordinaire qui était pour payer les retraites. Pourquoi aujourd'hui, il n'y aurait pas un système de solidarité à l'envers, par exemple, pour permettre que tous les jeunes, ce nouvel âge de la vie qui n'est aujourd'hui pas sécurisé, qui est la fin de la dépendance familiale jusqu'à l'entrée dans le premier emploi, qui dure à peu près 10 ans aujourd'hui, qui est très long, ça dure 10 ans, il n'y a aucun système, une dizaine d'années, au moins une dizaine d'années. Il n'y a aucun système de protection pour ces jeunes-là. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un vrai statut social pour le jeune ? Il y aurait évidemment à la fois un revenu, l'orientation, un suivi individualisé, un droit à la formation qui n'est pas garanti aujourd'hui. Ça demandera des moyens, un vrai projet politique, mais au moins, à ce moment-là, on dira aux jeunes, on prépare votre avenir dans le cadre de toute la société. Moi, je ne suis pas pour opposer les jeunes aux vieux, mais on fait un vrai projet de société. Et là, on accorde notamment, évidemment, l'élément financier qui est déterminant. Est-ce que vous avez un discours politique qui répond à vos attentes ? Aujourd'hui, non. Certains se rapprochent plus que d'autres, mais on ne prend pas... Je crois que on ne prend pas en compte la gravité de la situation. Et ce qui s'est passé dans les banlieues, c'était qu'une répétition générale. Pareil pour le CPE. Il y a réellement une grave crise sociale qui a aussi une dérive générationnelle. Et il faut y répondre, je crois, assez vite. Parce que quelles seront les autres réponses ? C'est la violence, c'est le communautarisme, c'est l'obscurantisme, c'est l'intégrisme. Et ça avance à marche forcée. Donc il faut apporter des réponses politiques à ces problèmes-là. Vous voulez dire un mot, Sabine Rose ? C'est vrai que la question de l'offre politique est aussi importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'âge de l'Assemblée nationale, on peut avoir peur quand on a 25 ans. Et 57 ans. Et c'est jeune. Oui, enfin... 57 ans, il y a 5 ans au moment des élections. Ah bon, c'est pas maintenant 57 ans. Maintenant, ils ont vécu 57 ans, il y a 5 ans. Ils ont fait 50 plus, oui, voilà. c'est ça. Bon. Et c'est pour ça aussi que je pense que les jeunes doivent se prendre en main. Et c'est pour ça que nous avons voulu créer un parti Alternative Libérale, qui est le parti le plus jeune de France. La moyenne d'âge de nos dirigeants, c'est 30 ans. C'est un parti qui va présenter 150 candidats et qui présentera le plus jeune candidat à l'élection présidentielle. Vous ne reconnaissez pas non plus dans l'offre politique actuelle ? Oui, absolument pas dans l'offre politique. Même pas Sarkozy, rien. Ah, mais bien sûr que non. Les jeunes ne et c'est pour ça que nous allons présenter le plus jeune candidat à l'élection présidentielle, Sarkozy trop à gauche. Édouard Philias, qui a 27 ans. Enfin voilà, on va être le parti à présenter le plus de jeunes aussi aux élections, parce qu'il faut aussi que nous prenions les places qui ne nous sont pas laissées ailleurs. C'est à nous de venir prendre ces places. C'est vrai qu'il ne suffit pas d'être jeune et dire, mon Dieu, on va geindre parce que les plus anciens ne nous laissent pas de place. Il faut les prendre. Mais vous voulez faire quoi des vieux ? Vous voulez mettre dans des camps ? Non, mais... Il ne faut pas dire ça, c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi, je sais, mais on parle. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans notre parti, si vous voyez Alternative Libérale, c'est un parti qui est très jeune, qui a été créé en mars. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on a une grande majorité de jeunes, de 25-35 ans, des jeunes qui rentrent dans la vie active, et qui s'étonnent de voir la société telle qu'elle est. Bloquée. On a un trou entre 40 et 60. Mais alors, les plus de 60 ans deviennent aussi adhérents chez nous parce qu'ils se disent on doit laisser une meilleure société à nos enfants, à nos petits-enfants, et donc on doit s'engager donc dans un parti qui va enfin réformer la France et qui va l'arrêter d'être bloqué. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il ne faut pas opposer les générations, parce que finalement, les plus de 60 ans aussi s'intéressent à l'avenir de leurs petits-enfants et veulent faire quelque chose. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas rester dans l'opposition, mais il faut voir que les réformes telles que nous les proposons sont aussi acceptées par les jeunes comme par les plus âgés. On l'a bien Qu'est-ce qu'il faut faire quoi ? Allons-y. Je le fais dans le livre. Tout d'un coup, faire son autocritique, c'est-à-dire essayer toutes nos espérances. de dire sur quoi on s'est trompé, quel est le bilan. Bruno le soulignait par rapport à ce qui se passe en banlieue, à cette espèce de climat où on sent que c'est très explosif. 30 ans, on dit à 20 ans ou à 30 ans en arrière, il y a quelque chose qui a dysfonctionné, tout gouvernement confondu. C'est sûr que en protégeant, et moi je crois que c'est la défense inconditionnelle de cet État-providence, il faut le défendre. Cette défense inconditionnelle fait qu'on a laissé sur le côté, on laisse pour compte et on précarise complètement par les ghettos, par l'architecture, par les banlieues. Il faut repenser la distribution
social, quitte à baisser, continuer à baisser les gains des classes moyennes. C'est-à-dire, moi, je serais plutôt pour en disant, OK, maintenant, on va répartir la richesse autrement pour ne pas laisser pour compte grande partie de la population, de l'immigration, des jeunes, des mômes qui n'ont aucun espoir. Et le seul espoir, c'est une explosion. Une explosion qui va se faire contre tout le monde. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qui est en train de mettre en cause le modèle social. Le modèle social actuel, il faut faire la critique de ce qui ne s'est pas passé pendant 30 ans et arrêter de dire il faudrait donner plus de sous, plus d'argent et tout. Il faudrait au contraire revenir. Mais vous dites la jeunesse a une chance de s'en sortir grâce à la fin des idéologies. Oui. Ah bon? Alors là, vous revenez sur tout. Surtout, c'est-à-dire en disant la chute du mur de Berlin, la vraie date de 68, c'est pas mai 68, c'est 68 à Prague. C'est la fin du communisme, la fin du totalitarisme, et ça ouvre une nouvelle période politique qui était complètement gelée. Le chômage de masse a eu des dégâts qui peu pas que sur les jeunes. Chômage, je vois que vous aussi, on en perd même le chômage de masse pourrait extrêmement bizarrement. Vous avez enterré votre propre idéologie, votre propre chance. C'est-à-dire que le travail, pour le travail n'est pas intéressé. Il faut trouver des autres activités, fonctionner autrement ensemble et peut-être effectivement dire dans le développement protecteur de ces classes moyennes de manière suisse, c'est-à-dire complètement hors du monde. De manière suisse ? Helvétique, une helvétisation de notre société qui fait qu'on va protéger, on va protéger uniquement nos propres intérêts et s'en foutre de ce qui se passe dans le reste du monde. D'où le non à la Constitution européenne, d'où la non-intervention en Irak, d'où toute une série de problèmes où on se dit on ne veut plus savoir, on veut nous continuer à avoir le gain de cette société de providence. Et hors du monde, mais c'est absurde. Romain Goupil a changé. Romain Goupil a changé, on constate. Depuis l'Irak, ça a changé. Non, mais moi je crois qu'il faut d'abord regarder la société avec d'autres lunettes. C'est-à-dire ne pas lire... Non, mais par exemple, une chose simple. On vit 11 ans de plus que la génération de la guerre. On les met où ces 11 ans? Est-ce que c'est entre les études et le début du travail? C'est pas forcément après 80 ans. Comment on se répartit? À quel moment se met? Vous prenez que cette question, y compris les statistiques nous font comparer des choses très différentes. Donc je veux dire, vous prenez ça, vous prenez ce qu'on a dit sur le fait que ce pays n'a pas accepté qu'il était divers. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des musulmans, etc. Ce pays n'a pas accepté qu'il y a 16 millions de gens qui vivent tout seuls. Et que c'est là qu'est quand même... 16 millions? À peu près. Oui. C'est là qu'est le cœur de la pauvreté, bien souvent. Pas toujours, parce qu'une partie c'est du choisi, etc. Donc il faut regarder les choses. Alors vous faites des moyennes. Bon, on sait très. Vous prenez un exemple simple. Les enfants qui partent pas en vacances, dans 70% des cas, ils vivent seuls avec leur maman. Donc ça vous donne. Ah, on n'est pas dans ce qu'on croyait tout à fait. Regardons cette société dans son changement. Et après, demandons-nous qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre communauté. On est prêt à partager quoi? Et je pense qu'un jour, on repartagera fondamentalement la question du travail. Parce que la question du travail, elle est centrale, y compris le fait qu'il y ait des gens qui soient hyper protégés, d'autres qui ne le soient pas. Et que c'est évidemment totalement injuste. Il n'y a aucune raison que la protection, le fait qu'on fasse communauté ensemble, ça veut dire quoi? Or, dans la mondialisation, on a besoin d'appartenir à une communauté. Si ce n'est pas la communauté nationale, ben, ça va finir par être des communautés culturelles, ethniques, voire des riches qui s'enferment, parce qu'on peut aussi, les riches aussi s'enferment dans leur quartier. Donc, il faut se dire qu'est-ce qu'on est prêt à mettre ensemble en commun, dont la question, bien sûr, du travail, la question de la santé, la question de l'éducation, et on ne l'a pas fait. Et là-dessus, il y a y compris, je m'arrêterai là-dessus, mais il faut réécrire un récit collectif. L'intégration de l'histoire coloniale, on le voit bien comment... Tant qu'on n'a pas fait un récit là-dessus, on ne peut pas le partager. Et du coup, on ghettoise évidemment ces gens qui nous dérangent. Et après, on dit, ah ben c'est curieux, ils brûlent des trucs. Mais les malheureux, je veux pas que je sois pour les incendies, mais je veux dire, c'est des formes de lutte sociale, de désespoir. Donc il faut comprendre ce mouvement. Monsieur Migui, sûrement, pour vous, la solution, c'est la discrimination positive, hein. Franchement, par rapport à ce que vient de dire Georgia. Sur ce point particulier, oui. Je crois qu'on est obligé... Oui, sur ce point particulier, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la police, mais cela vaut pour les étudiants, les entreprises publiques. Certaines commencent à le faire, d'ailleurs. Certaines grandes écoles, comme Sciences Po, commencent à le faire. C'est-à-dire que si nous n'allons pas chercher cette jeunesse française issue de l'immigration... on est bloqué, foutu. Ah là, on est mort. Enfin, c'est d'une extrême gravité. Il n'y a que la violence comme alternative. Donc, ce que je propose est une solution d'urgence. Et d'une manière plus d'urgence, c'est-à-dire vraiment sonner le tocsin. Ah là, tout de suite. Mais c'est ce que ça devait être fait. Enfin, je sais pas, Sarkozy devait le faire, Azouz Begag devait le faire, puis tout s'est arrêté comme d'habitude. Ça s'est enlisé. Oui, ils se sont enlisés dans l'État, une espèce de grande masse visqueuse dont ne sort jamais rien. Mais est-ce que je peux rebondir sur l'offre politique? Parce que il y a dans nos désaccords sur qu'est-ce qu'il faut faire l'offre politique, en vérité, je crois, ce qui se passe, c'est que il y a deux analyses qui sont en gros l'analyse libérale et l'analyse antilibérale. Bon, et les partis politiques ne coïncident pas
avec la situation. On a des partis politiques et des offres politiques qui viennent d'un passé très ancien. 19e siècle. Et oui, alors vous avez des libéraux et des antilibéraux partout. Alors je crois que le débat serait plus intéressant et plus clair et la décision plus nette si nous avions une offre franchement libérale de révision. J'entends bien, mais bon, il faut qu'elle se coalise, si vous voulez, qu'elle devienne majoritaire, et une offre antilibérale. Donc aussi longtemps qu'on n'aura pas un choix politique entre ces deux camps et ces deux analyses, ces deux propositions claires, on sera dans cette espèce de mélasse et il ne se passera rien sur le terrain. Vous êtes pessimiste ? C'est pas là la question. Le problème en France, c'est qu'on est dans une situation où on prend conscience des choses avec 20 ans de retard. Les diagnostics qu'on a eus à présent, ce sont des choses qui datent quand même de près de 20 ans. La société française multiculturelle, la société de loisirs, tout ça, ça date quand même furieusement. Le problème dans la société française, c'est qu'il y a un cercle intérieur, celui du politique, où tout le monde se trouve à la télé, dans l'expertise, et il y a tout un ensemble de cercles concentriques, et les jeunes qui voient la nouvelle société française émerger, ils sont franchement dehors, ailleurs. Le vrai problème, le vrai diagnostic d'aujourd'hui, c'est le fait que l'exclusion, ça a commencé dès les années 80. C'est un diagnostic qui date. La remise en cause de la situation des ouvriers, des catégories les moins diplômés et les plus déqualifiés, ce sont les années 90. Aujourd'hui, le diagnostic qui apparaît, c'est qu'au sein même des classes moyennes intermédiaires, en particulier chez les jeunes, en particulier chez ceux qui vivent dans les universités, il y a clairement la vision que la classe d'appartenance de leurs parents, la classe moyenne, ce sera absolument pas celle-là, la même. Soit ils montent vraiment beaucoup par les grandes écoles, soit ils redescendent véritablement. Il faut répondre à ce diagnostic-là, et la solution, c'est revaloriser le travail. Merci. Revaloriser le travail, merci. Vous avez terminé magnifiquement. Merci à vous, Sabine Lerol, merci à vous tous. C'était tout à fait passionnant. Alors, pour préparer cette émission, nous avons fait appel à un livre passionnant. Bernard Spitz, Le Papy Crash, qui est un très bon livre chez Grasset. Comment nous avons ruiné nos enfants, par Patrick Artus et Marie-Paul Virard, aux éditions La Découverte. Et évidemment, Denis Jambard et Jacques Rémy, Nos enfants nous haïront. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr, à dimanche prochain sur France 5, donc la chaîne. Vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, merci madame, merci messieurs. Merci beaucoup.